Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. Depuis près de 30 ans, Odile Baudrier et Gilles Bertrand organisent la Grande Course des Templiers. Un rendez-vous inscrit dans le paysage du trail français, puis international, chaque fin de mois d'octobre. Un événement qui a grandi au fil des années pour accueillir aujourd'hui un peu plus de 10 000 participants au cœur d'un territoire dédié au sport outdoor. Je reçois aujourd'hui Odile Baudrier. Bonjour Odile et merci de m'accorder cette heure d'entretien à quelques jours de l'événement. Bonjour Fred, c'est avec plaisir donc je réponds à ta sollicitation. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire, même si beaucoup de gens connaissent les Templiers évidemment. 30e édition, devenue aujourd'hui le Festival des Templiers. Peux-tu revenir rapidement sur l'histoire de la course et aussi ton histoire personnelle ? Alors l'histoire de la course, c'est une création qui remonte donc à l'année 1995, octobre 95, première édition, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Eulalie de Cernon, qui est une cité templière. C'est ce qui a donné donc l'origine du nom de ce qui était à l'époque la course des Templiers. Sur cette première édition, 500 participants, et voilà, c'était le début, on ne le savait pas encore, d'une grande aventure qui dure encore presque de 30 ans plus tard. C'est vrai que pour nous, c'est édition après édition que les choses se sont mises en place pour permettre d'arriver à ce qui est maintenant un grand festival, puisque cela a été notre volonté de proposer une palette de distances diverses et variées qui permettent à tous et à toutes de participer. C'était vraiment inscrit dans notre histoire personnelle et professionnelle pour Gilles Bertrand, mon mari et moi-même. C'est que tout le monde puisse participer et puisse pratiquer le sport dans une optique santé. Ensuite, mon histoire personnelle, eh bien, c'est beaucoup d'années puisque je ne suis plus toute jeune. Donc, j'ai d'abord été une cadre dans une banque, donc à la Banque de France, hein, après des études en sciences économiques. Et après une dizaine d'années dans cette banque, j'ai démissionné pour lancer avec Gilles Bertrand et à l'époque Jean-Pierre Rech, un autre journaliste, le magazine VO2. Et là aussi, c'était une autre aventure qui a démarré, celle de la presse, de l'édition, et qui a débouché finalement sur l'organisation. Donc voilà, beaucoup d'années pleines de péripéties, pleines d'embûches, de satisfaction. Et c'est vrai que on est satisfait de voir que la 30e édition se profile avec un beau succès. On a donc 11 000 participants inscrits, en sachant que nous avons une liste d'attente d'environ 5 000 personnes qui aimeraient participer, mais ne pourront pas le faire. L'événement est donc à sa 30e édition. En 2025, ce sera le 30e anniversaire. Est-ce que cette course, c'est un peu votre troisième enfant qui a aussi grandi avec vos deux enfants, Anaïs et Kevin ? Ah, c'est sûr que ça a été un projet de couple au départ, donc puis un projet familial. Dès le début, nos enfants étaient là. L'histoire de la course, elle est intimement liée à notre histoire personnelle. Et c'est vrai que c'est un projet qui, je pense, vu l'importance qu'elle a pris dans notre vie, pouvait difficilement se concevoir sans l'implication de toute la famille.
Kevin maintenant travaille à nos côtés depuis plus de 10 ans. Il est appelé donc à succéder donc à la direction de l'association pour poursuivre le projet. Anaïs a travaillé plusieurs années avec nous sur la vidéo. Elle vient de produire un projet sur les 30 ans des Templiers à travers plusieurs sujets vidéo de rencontres avec des personnes historiques qui ont participé à l'événement. Notre troisième bébé, je dirais pas ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est intimement lié à notre histoire personnelle. Voilà, on a tous les deux un couple de passionnés. Les Templiers, c'est au cœur de notre vie presque tous les jours, et je dirais 7 sur 7 dans la dernière période, hein, mais c'est jamais très loin dans notre vie. C'est-à-dire que si on va quelque part, on est allé récemment aux États-Unis, voilà, on voit par exemple un, un décor qui nous plaît, aussitôt on se dit voilà, on veut reproduire ça sur les Templiers. C'est ce qui amènera cette année à la création du Mur des légendes, qui rendra hommage donc aux anciens vainqueurs. Voilà, c'est tout le temps un petit peu en boucle en fait, ça ne s'arrête jamais, même si parfois c'est un peu envahissant. Cet enfant que tu citais, qui est peut-être pas le troisième, mais en tout cas qui vous accompagne aujourd'hui et qui est arrivé presque à l'âge adulte, même à l'âge adulte, vous avez dès le début aidé une ONG au Tchad. Aujourd'hui, comment vous êtes passé du modèle associatif au modèle d'entreprise? Comment on est passé? Ben en fait, ça s'est fait naturellement parce qu'au départ, Euh, si on se replace 30 ans en arrière, les événements sportifs étaient tous organisés dans un cadre associatif. Donc nous, de suite, on a organisé dans un cadre associatif en sachant que notre première organisation n'était pas une course à pied, c'était une première organisation, c'était une course à pied, c'était le relais du Petit Tour du Rouergue, hein, qu'on a organisé pendant 2 ou 3 ans quand on était à Rodez. Et ensuite, le premier projet vraiment porté par Gilles et moi, c'était une course de VTT, la Rock'n'Bike, qui avait lieu sur le Causse Noir. Et ensuite, quelques années plus tard, on a réactivé cette structure associative pour organiser la course des Templiers. Donc en fait, les liens entre la course des Templiers associatif et la structure société, qui était à l'époque la structure VO2, c'était naturel dans le sens où VO2 accordait beaucoup d'espace publicitaire et aussi dédié son personnel à l'organisation pendant une certaine période. Et donc les liens se sont bâtis dans ce sens-là. Et puis progressivement, l'événement a pris plus d'importance, a obtenu un budget supplémentaire, et donc les liens n'ont plus été dans le même sens. Le modèle associatif, il existe encore puisque on repose sur beaucoup de bénévoles, et on a aussi un cadre d'entreprise dans le sens où certaines missions sont assumées par la structure société. Ensuite, après, le cadre caritatif, qui était celui du début, on l'a fait évoluer d'une certaine façon. On a donc été en relation avec l'ONG de Djamena et Koumra pendant environ 15 ans, je pense, 15 ou 18 ans, je me rappelle plus précisément, où on a reversé chaque année de l'argent à l'association. Et ensuite, en parallèle, on a mis en place un système de financement d'un certain nombre d'associations qui sont sur Millau et qui nous apportent donc des bénévoles, et en contrepartie, on finance une partie de leurs activités. Voilà, c'est le lien qui demeure. Donc ça, c'est un budget sur les Templiers d'environ 30 000 euros qui sont reversés donc à différentes associations, et c'est également ce qu'on pratique sur nos autres événements. Alors, vous créez les Templiers en 1995. Le magazine Endurance voit le jour en 1997. Alors, j'ai même le premier numéro, là, je te montre en même temps, dans les Mmh. mains. Ce premier numéro, Gilles terminait son édito en écrivant une phrase forte. Vous risquez d'être nombreux au sommet. Merci de nous suivre. Vous pensiez emmener autant de coureurs et d'organisateurs dans votre sillage 30 ans plus tard? Non, 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 je pense qu'on n'était vraiment pas des visionnaires, hein, à imaginer ce futur-là. Ça, c'est venu petit à petit.
Je le dis souvent, c'est vrai que chaque année, quand on ouvrait les inscriptions, à l'époque, il n'y avait pas Internet, les inscriptions se faisaient par courrier, par papier, c'était des bons à découper dans le magazine ou des flyers qu'on distribuait. Et donc, ça arrivait dans notre boîte aux lettres personnelle. Et donc, quand on voyait arriver à la maison les enveloppes, les paquets d'enveloppes qui arrivaient où les coureurs s'inscrivaient, j'ai envie de dire que chaque année, c'était un émerveillement renouvelé. En fait, pour nous, c'était, ah, c'est bien, on veut à nouveau nous suivre, on veut à nouveau revenir. Voilà, la conviction que ça allait se poursuivre longtemps, c'est venu beaucoup plus tard. En fait, chaque année, on était un peu, je sais pas, il n'y avait pas un doute, mais disons que voilà, c'était quelque chose qu'on rebattait. Et donc non, on n'imaginait pas ça. Au début, le trail c'était inexistant, et après ça a pris énormément d'ampleur. On a vu que la course sur route était finalement supplantée par le trail. On a vécu ça en direct, c'était très très étonnant. Et pour nous, en tout cas, qui venions de l'univers de l'athlétisme et de la course sur route, non, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Autant de coureurs qui aient envie de courir sur chemin, on pouvait pas le croire non plus, puisqu'à l'époque la référence c'était la course sur route. Il fallait quand même que les gens aient un certain esprit aventureux, et qui demeure d'ailleurs toujours, même si le cadre il a beaucoup évolué, il est beaucoup plus sécurisé et sécurisant pour les pratiquants. Non, c'était inenvisageable, que ce soit pour Gilles ou pour moi. Je pense que là, on n'était pas des visionnaires à ce point-là. Alors vous créez ce magazine Endurance, vendu un petit peu plus tard au groupe Outdoor Edition de Joël Doux. Aujourd'hui, le magazine existe toujours, il s'appelle Trail Endurance, il a suivi un peu la mouvance du naming. C'était important à l'époque, dès 1997, d'avoir un média pour communiquer, soutenir et développer l'événement. Oui, c'est ce qui a été essentiel pour nous dans le succès de ce qui est devenu le festival. Encore une fois, quand on rencontre les personnes qui ont pratiqué le trail au début, beaucoup de coureurs parlent de la victoire de Patrick Renard, et on a l'impression qu'ils y étaient en fait. Et en fait, ce qui a fait que les gens se rappellent de cette victoire, c'est la photo parue dans le magazine VO2, prise par Yves-Marie Quéméner, sur la ligne d'arrivée, où Patrick Renard était un coureur très expressif. Il lève les bras, la couronne autour de la tête. Et donc, c'est ça cette image, elle a été véhiculée à travers les années. Et on entend beaucoup de jeunes coureurs qui disent qu'ils l'ont vu. Et donc, c'est certain que ça a contribué au succès. Le nombre de pages aussi rédactionnelles qui ont été rédigées et diffusées d'abord dans VO2, puis après dans Endurance, puis après dans les deux magazines, puisque on travaillait indifféremment sur un média ou sur l'autre pour traiter le trail. C'est évident que c'est ce qui a contribué à la réussite et à l'adhésion aussi de tous les gens. On a aussi à un moment donné travaillé sur des rubriques qui démontraient l'accessibilité du trail à tous, parce que c'est vrai qu'au début, le trail c'était un peu plus montagneux. Après, on a pu montrer que le trail se pratique aussi en Bretagne, et on voit que maintenant la Bretagne est une grande terre de trail, que courir sur chemin, ça peut se faire partout. Alors bien sûr avec des spécificités différentes et des choses différentes, mais c'est le magazine, les deux magazines ont participé et contribué largement, oui, au succès. Alors tu parlais de courir un peu partout. Quand on se replonge encore un petit peu plus en arrière, la course en montagne existait avant les Templiers. On connaît bien sûr la course au Vignemale, hein, qui date de 1904. On connaissait aussi bien sûr le Grand Raid de la Réunion qui s'appelait pas Trail, le Cross du Mont Blanc, la 6000D, Sirzinal, la montée de la Rune. Toutes ces courses avaient des noms spécifiques, mais personne n'utilisait le mot trail. C'est vous qui l'avez quelque part importé et presque imposé. Vous avez aussi apporté des codes, la musique au départ, les ravitaillements qui étaient plus tous les 5 kilomètres, mais qui étaient beaucoup plus espacés, les cadeaux coureurs, forcément, au départ, à l'arrivée, c'est des codes qu'on voyait pas dans d'autres sports. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que vous avez quelque part imposé ou vous avez dicté, sans être dans le mauvais sens du terme, mais un code templier qui a motivé d'autres organisations après? Alors je pense que oui, et je pense que c'est positif en fait, puisque notre état d'esprit
c'était de se tourner vers les coureurs, se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les coureurs soient satisfaits. Ça a tout le temps été ça. C'est pour ça qu'on a introduit les cadeaux, départ, arrivée, etc. La musique pour donner plus d'importance à l'événement. Ça, c'est quelque chose qu'on avait pris sur les grands événements sportifs auxquels on a participé en tant que journaliste, championnat du monde, Jeux olympiques. On voulait reproduire aussi ça pour donner plus de grandiose. Et certainement qu'on a modelé un petit peu la discipline. On va dire que si c'était pas nous, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre. Ça a été nous. Après, nous, au départ, le terme de trail, en fait, ce qui est paradoxal, c'est on l'a vu utiliser aux États-Unis. On l'a déposé, en fait, en France, à l'INPI. On en était donc propriétaire. Mais en fait, nous, sur la course des Templiers, on l'a jamais exploité. Si on regarde le nom de l'événement à travers les années qui a évolué, en fait, ce nom de trail, il n'y est pas. Et ensuite, après, les événements qui se sont créés dans la succession donc de la course des Templiers ont utilisé le terme de trail et on n'a jamais voulu faire valoir la notion de propriété parce qu'on a estimé que c'était bénéfique que la discipline se développe et que le nom de trail il collait vraiment à ce qu'on souhaitait, à ce qu'était la discipline. Au début, c'était amusant de voir que les épreuves qui se créaient, elles étaient un petit peu sur le modèle de la grande course des Templiers. C'était 65 kilomètres, 3 ravitaillements. Et heureusement, à un moment donné, ce code, il a explosé. Nous, on y a contribué aussi en introduisant la course La Templière, une course réservée aux femmes, qui a fait beaucoup parler à l'époque parce qu'il y avait une hostilité à ce que le trail soit une discipline courte. Et nous, on voulait travailler sur des distances courtes aussi pour que, à l'époque, ce qu'on présumait un petit peu, c'est que tout le monde aurait envie de faire du trail, mais tout le monde n'était pas capable de courir très long. Et donc, voilà, ça a fait éclater un petit peu le modèle. Et puis, d'autres organisateurs s'en sont emparés, ont opté pour d'autres distances, d'autres méthodes. Mais c'est vrai qu'il y a une ossature qui est un peu, qui était solide finalement, qui était bâtie solide. Tout était là. Des fois, quand on revoit les images de l'époque, on dit tout était là, sauf que depuis, ça s'est amélioré, amplifié, que c'est devenu beaucoup plus intense et fort. Tu en parlais tout à l'heure, mais en fait, vous avez aussi commencé à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, presque pas, et il n'y avait pas non plus, on était à l'époque des francs, donc c'était une autre époque. Vous avez 30 ans d'expérience, même plus, puisque tu disais, vous aviez organisé quelques petites courses par le passé. Dans l'organisation des événements, vous avez aussi organisé la piste des seigneurs, les courses en Aubrac dans les années 2000, que ce soit à la fois en hivernal ou en estival, la course du viaduc, quand le viaduc a été construit, vous avez été les premiers à organiser cette course. Et puis depuis quelques années, vous avez l'hivernal des Templiers et en 2022, vous créez Tarn Valley Trail. Est-ce que toute cette évolution dans les courses, c'est votre volonté de faire découvrir le territoire dont vous êtes tombé amoureux? Est-ce que c'est aussi une demande quelquefois des partenaires du territoire, des gens qui sont en charge des politiques de développement, ou est-ce que c'est tout simplement aussi pour faire vivre une structure que vous avez créée après pour développer l'événementiel? Alors la première des motivations et la motivation la plus forte, c'est de faire découvrir le territoire. C'est vrai que nous, on n'est pas originaire de l'Aveyron. On est donc tous les deux avec Gilles nés dans le Berry, à côté de Bourges. On a fait nos études à Tours. Et en fait, à la fin de nos études, on était dans l'état d'esprit de vouloir vivre en zone rurale. On avait un rejet de la ville et donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans l'Aveyron, d'abord à Rodez et ensuite à Millau où on vit depuis 1984 je crois. Et c'est vrai que c'est des territoires qui sont somptueux, qui sont sauvages, avec beaucoup aussi de villages, beaucoup d'histoires anciennes par des gens qui ont vécu là, qui sont partis parce que la zone est difficile à vivre. Donc la motivation première, elle vient de Gilles, qui lui est un découvreur en fait et un impulseur, on va dire, et qui avait envie de faire découvrir la zone du Sud Aveyron et puis l'Aubrac, etc. C'est ça qui a été la motivation la plus importante et qui nous a toujours porté. Des demandes de territoire, oui, on en a eu, mais on en a eu dans des zones où, après analyse, on ne souhaitait pas s'installer parce qu'on estimait que justement
la zone n'était pas intéressante à développer. Donc on s'est jamais positionné dans l'idée de dire oui, mais là il y aura peut-être voilà plus de budget à obtenir, parce que parfois par ici dans le sud d'Aveyron en particulier, il faut être très convaincant pour débloquer des budgets des collectivités territoriales. C'est pas toujours facile. Et quand on a eu l'opportunité de pouvoir faire à l'envers, on a on a refusé les projets parce que les zones ne nous semblaient pas intéressantes. Après, faire vivre une structure, c'est venu récemment en fait, parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu de salariés directement reliés à la structure associative. Et maintenant, il y a une structure. C'est pas une motivation, c'est un moyen en fait. La structure se renforce au fur et à mesure du développement. Donc c'est un moyen qui permet de porter les projets, mais ce n'est pas ça qui impulse la création de projets. C'est l'envie, c'est le moteur, c'est Gilles, par exemple pour la vallée du Tarn. Il avait travaillé avec le parc des Grands Causses sur la création du GR 736, et c'est vrai que c'est une zone qui est somptueuse. On peut créer quelque chose en itinérance en partant de la source pour arriver jusqu'à Millau comme on l'a fait. Donc il y a une notion aussi de traversée de territoire. C'est des choses qui sont motivantes à bâtir. Après, on ajoute parfois autour de l'événement des distances plus courtes, mais toujours en obéissant à une certaine logique, comment dire, de territoire. Donc c'est ça la première motivation. On va passer à un côté plus économique sur la société qui aujourd'hui encadre l'organisation de ces événements, qui est aussi en lien avec une association, tu l'as dit, qui existe toujours. C'est quoi aujourd'hui le chiffre d'affaires je crois que la société c'est Eldorun, c'est ça? Non, oui, la société c'est Eldorun, mais les organisations sont quand même portées dans la structure associative qui s'appelle Templier Events. Et Templier Events, donc actuellement, porte 3 projets. Le Festival des Templiers, Oka les Templiers depuis cette année, l'Hivernal des Templiers et Tarn Valley Trail. Donc là, on est sur un chiffre d'affaires qui cette année sera de l'ordre de 1,3 million, 1,4 million, qui intègre donc essentiellement des ressources venant des inscriptions des coureurs, et ensuite une part collectivité territoriale et partenariat privé. Et au niveau de la répartition des courses, aujourd'hui, est-ce que les 3 courses sont, on va dire, rentables? Alors Tarn Valley sera rentable, je pense, l'année prochaine, hein, puisque c'est une épreuve qui a pas eu du mal à démarrer, mais qui a débuté sur un concept unique avec une aide du parc des Grands Causses qui a été une aide ponctuelle. Donc après, voilà, il a fallu voler de ses propres ailes. Donc je pense que l'année prochaine, ce sera sans difficulté. L'hivernal des Templiers est une épreuve qui est rentable, enfin qui équilibre avec la masse salariale qui est nécessaire pour l'organiser, bien sûr, et les Templiers également, puisque on a des partenariats privés qui sont en augmentation. Et donc voilà, les événements se portent bien à niveau des recettes, et on ajuste nos dépenses en fonction de nos recettes. Donc en fait, on arrive à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fuite en avant de dépenses excédentaires. On a toujours eu une gestion prudente, hein, et donc du coup, c'est ce qui nous a aussi permis de traverser les années. Donc c'est vrai que parfois il y a une petite frustration parce que il y a des choses qu'on aimerait porter, qu'on aimerait développer, mais on a toujours évité la fuite en avant financière, hein, et donc les événements s'équilibrent. C'est l'ancienne banquière qui parle et qui tient les cordons de la bourse? Oui, c'est vrai, c'est mon rôle. Donc effectivement, j'ai toujours géré la structure, que ce soit précédemment au niveau presse, édition ou maintenant organisation. Et je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit conscient des enjeux financiers sur une organisation, parce qu'en fait, on peut très très vite dépenser. Et aussi la particularité de l'organisation qui est évidente, c'est que ça n'a lieu qu'une fois par an. Donc quand on a fini, voilà, si on a mal anticipé, on travaille sans filet. C'est-à-dire que on peut pas se dire, comme quand on avait le magazine, voilà, ce mois-ci, les recettes publicitaires sont plus petites. Bon, on va dépenser, on va annuler un reportage, on va prendre des décisions de gestion qui font que finalement on retombera sur nos pattes. Là, on travaille sans filet, on travaille une année
pour produire un événement sur le festival qui dure 4 jours. Donc c'est vrai qu'on peut pas faire de dérapage. Il faut vraiment suivre le prévisionnel de façon très précise, surtout maintenant où on a des engagements avec des salariés, où là, voilà, là aussi, on va pas dire un mois, on vous annule votre salaire parce qu'on n'a pas de ressources, ce qui s'est produit dans le passé pour Gilles et moi-même. Donc c'est vrai aussi que quand on est responsable d'une structure avec des salariés, on est obligé d'avoir une gestion encore plus stricte et forte pour éviter les dérapages en trous financiers. Alors c'est pas rien parce que c'est vrai que vous étiez, on va dire, parfois bénévole, parfois en mode associatif. Vous faisiez aussi beaucoup confiance à l'équipe qui était avec vous autour des titres, hein. Je pense à Arnaud, à Marie-Pierre, à Anita, qui ont beaucoup travaillé avec vous. Aujourd'hui, comment s'articule le montage entre Eldoron et Templier Events et quel est l'organigramme dans la société avec combien de salariés? Alors l'organigramme, il repose sur, si on part du haut vers le bas, donc c'est Gilles Bertrand est le président de l'association et donc c'est lui qui préside en collaboration avec un trio de direction, on va dire, qui est Gilles, Kevin, Bertrand, enfin notre fils donc, et moi-même. Et ensuite, au niveau de la structure associative, donc nous avons 5 salariés qui sont chargés des différents pôles et on travaille en collaboration ensemble donc pour définir des axes de travail en début d'année et après chacun rentre dans son opérationnel avec des réunions régulières hebdomadaires pour faire le point sur les dossiers de manière aussi à associer toute une équipe qui est jeune et qui est très très engagée et qui est appelée à porter le projet au fur et à mesure que Gilles et moi-même se retirons de l'opérationnel. Donc c'est important pour nous de savoir qu'on a une équipe solide en qui on peut avoir confiance, qui aussi est capable de résister au stress de l'organisation parce que c'est quand même une période qui est compliquée nerveusement et physiquement aussi d'ailleurs, mais surtout nerveusement. Donc c'est comme ça que se bâtit le projet actuel. Et donc les salariés assument les différents pôles, la communication, les inscriptions, la logistique, la sécurité. Voilà, donc on répartit entre les différentes personnes. Et on est en train de transférer les compétences dans ces différents pôles. Et Eldoron se situe comment dans cette structure? Alors Eldoron assume les fonctions qui sont strictement liées à la communication et à la direction de course, donc avec une relation financière donc entre Templier Events et Eldoron. Et donc c'est, on va dire, plus les fonctions qui sont actuellement effectuées par Gilles Bertrand et moi-même qui sont et tout le service communication également qui est donc dans ce pôle-là. Les fonctions un peu historiques, on va dire, des précurseurs de créateurs de l'événement. Alors votre rôle est parfaitement défini. J'ai entendu dans un podcast que vous envisagiez de passer la main même dès l'an prochain. Ça va s'organiser comment? Vous allez embaucher aussi des gens pour vous remplacer ou pas? Là déjà on a eu des renforts qui se concrétisent. C'est vrai qu'on est aussi dans une zone où les comment dire, les recrutements sont compliqués. Donc là, on a une personne qui arrive en soutien pour tout ce qui est sécurité. C'est Pierre Toussaint. On a aussi une nouvelle directrice qui s'appelle Soraya Chebli, qui va assumer maintenant les fonctions de direction. Et donc après, on a l'historique Marilyn, donc qui assume elle tout ce qui est lié aux inscriptions, relations coureurs en relation avec Alexandra. Et on a Marine qui est rentrée depuis l'année dernière après plusieurs années de collaboration en freelance qui elle gère tout ce qui est bénévole, logistique, on va dire ravitaillement, etc. Et ensuite on a des prestataires extérieurs en freelance qui interviennent de façon forte tout au long de l'année, l'un pour le pôle récompense et l'autre pour le pôle sécurité qui nous épaule donc sur la supervision de tout le démontage de sécurité et la conception aussi technique liée aux chapiteaux, etc. Donc après, on est en train de faire une transmission en douceur, puisque maintenant l'objectif c'est effectivement
que nous on soit plus dans l'opérationnel et on restera donc en comité de direction avec Kevin le temps que la transition puisse vraiment être définitive. Mais c'est vrai que pour nous, se retirer complètement du projet ce sera difficile, mais surtout on veut le faire. Ce sera pas difficile, on veut surtout le faire quand on est sûr que la structure peut vraiment porter le projet, selon aussi les idées qu'on a développées depuis 30 ans en respect aussi de ces idées qui ont séduit des coureurs hein, et qui font que les coureurs veulent revenir disputer le Festival des Templiers. On veut être sûr que le succès puisse se poursuivre après nous et on n'a pas de doute. Simplement, c'est vrai que c'est un gros bateau à gouverner. C'est beaucoup de responsabilités et de responsabilités qui sont en fait quelque part encore plus forte maintenant parce que le bateau est important, parce qu'on a des accords de partenariat qui sont plus forts hein, et avec évidemment plus fort en financier mais plus fort en engagement. On a aussi mis la barre très haute par rapport aux coureurs et ça il faut absolument que ça se maintienne, que la qualité soit au rendez-vous pour qu'ils reviennent puisqu'on est dans une zone qui quelque part était pas au départ si propice que ça au trail. Quand on voit que le trail maintenant se pratique beaucoup dans des zones montagneuses, on n'a pas des paysages somptueux comme on peut en avoir en montagne. C'est autre chose qu'on revient voilà chercher ici. Et donc voilà, une fois que tous ces axes seront respectés, voilà, on restera comme des bénévoles, des super bénévoles. Voilà, ce sera un petit peu imaginer ne plus être présent sur les Templiers fin octobre pour c'est strictement impossible. On a des bénévoles qui sont à nos côtés depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans. On a encore envie d'être avec eux et on a envie de partager ces moments-là. C'est des moments exceptionnels en fait de notre vie, mais aussi de la vie de beaucoup de monde. C'est ça qui est impressionnant et pour nous de plus en plus impressionnant c'est l'importance que ça a pris dans la vie bien sûr des coureurs puisque quand ils se préparent ils pensent aux Templiers. On est toujours étonné de voir cet enthousiasme autour quand on diffuse des sujets vidéo etc de voir les portées qui sont impressionnantes et aussi dans la vie des bénévoles c'est un moment de l'année qui est très important pour eux. Beaucoup organisent leur planning de vie en fait autour du calendrier du Festival des Templiers. Par exemple, on a notre réunion bénévole maintenant qui a lieu autour du 10-13 septembre. Beaucoup de bénévoles retraités prennent des congés avant ou après pour être présents pour la réunion et ensuite après on en est jusqu'au point où des personnes qui doivent avoir une intervention chirurgicale informent le chirurgien que malheureusement vous devrez accepter de décaler après les Templiers. Et ce qui est assez amusant, c'est que souvent le chirurgien en face, c'est un coureur et souvent il pense aux Templiers où il y a participé et donc du coup ça passe très bien. Mais c'est pour dire que ce moment il est fort et que on souhaite le partager aussi longtemps qu'on le pourra dans un autre rôle bien entendu que celui qu'on assume actuellement. Alors toi qui tiens les cordons de la bourse, c'est quoi aujourd'hui les postes les plus importants financièrement quand on est organisateur? Alors, les récompenses, enfin tout ce qu'on appelle maintenant expérience coureur, c'est tout ce qu'on donne aux coureurs. On a beaucoup haussé le niveau à ce niveau-là dans toutes les dotations de départ et d'arrivée, ravitaillement, parce qu'aussi on a souhaité impulser une politique de dotation ou d'utilisation de produits locaux ou bio, par exemple pour le ravitaillement. Donc c'est vrai que ça impacte beaucoup les budgets. Le poste sécurité, c'est un poste qui est important aussi et puis ce qui aussi maintenant exige des budgets importants, c'est tout ce qui est les relations presse, médias, suivi live, constitution d'une équipe pour assurer le suivi pendant l'événement sur les réseaux sociaux, la mise en place les chronométrages. Maintenant, on parle de chronométrage, mais c'est beaucoup plus que du chronométrage. La technologie qui a été développée par l'AFTRAIL, elle permet un suivi en permanence, y compris avec les caméras. Mais évidemment, tout ça, c'est normal, ça a un impact budgétaire. On peut pas imaginer que toute cette économie du trail qui impose le recours à beaucoup de prestataires se fasse sans argent. C'est normal, tous les gens qui viennent travailler sur l'événement,
ils sont rémunérés. Ce sont des professionnels et qui ont une compétence aussi qui est exceptionnelle, comme par exemple, on prend Boost Production qui nous accompagne au niveau production vidéo depuis longtemps. Voilà, c'est des gens qui sont engagés depuis longtemps et qui apportent aussi à la notoriété de l'événement. Mais bien sûr, tout ça, ça exige des gros budgets. Alors vous êtes structuré en société, vous payez forcément des charges, vous payez même de l'impôt, vous payez de la TVA. On entend dire aujourd'hui que France Outdoor, nouvelle association qui défend, qui milite pour l'événementiel outdoor, souhaiterait avoir une diminution de la TVA sur les dossards de 20 à 5,5%. Est-ce que c'est un élément important qui peut aussi assurer la survie des entreprises événementielles et en même temps développer l'emploi? Alors je pense que c'est une mesure qui est vraiment intéressante puisque ce serait surtout pour moi le fait que ça assoit le fait que c'est le sport santé en fait. C'est-à-dire que l'événementiel sportif, c'est un moment où les gens se préparent donc physiquement et donc ça veut dire qu'ils font du sport. Et je pense que la donnée actuelle de notre société, elle est quand même liée sur l'état physique et mental des personnes. Et donc c'est important que si les gens font du sport pour préparer un événement, c'est bien aussi de reconnaître que ça participe à la bonne santé, que c'est prioritaire en fait dans la vie de notre société. Après l'impact, je pense qu'il est aussi à prendre en compte en arrière, c'est-à-dire que si on a moins de TVA à reverser, je pense qu'il serait pas légitime de demander aux concurrents de continuer à payer les mêmes taxes. Ou alors on se dit que il y a une baisse de TVA de 15 points, on en garde 7, on en restitue 7 aux coureurs, parce que je trouve que ce serait injuste pour moi que toute la TVA gagnée reste dans la poche des structures qui organisent. Je pense que c'est à nous de gérer avec les budgets dont on dispose, hein, et non pas de pratiquer la fuite en avant. Donc voilà, je pense que c'est une bonne mesure dans le sens symbolique parce qu'elle montre aussi que c'est important de faire du sport, c'est important qu'il y ait des événements sportifs qui s'organisent, mais c'est vrai aussi que les taxes d'inscription, c'est aussi un sujet majeur actuellement dans le paysage du trail, de façon légitime, parce que les taxes sont élevées, parce que justement, on a aussi beaucoup de charges, on a beaucoup de contraintes qui sont toujours plus fortes au niveau en particulier sécurité, et donc c'est vrai aussi que le contexte aussi environnemental qui nous oblige, enfin qui nous oblige de façon volontaire bien sûr, parce qu'on est aussi favorable à ces évolutions, à mettre en place différentes mesures pour protéger l'environnement. Ça coûte aussi pas mal d'argent, et donc je pense que pour moi les taxes sont élevées, c'est légitime qu'elles soient élevées, mais s'il y avait un gain de TVA, je pense aussi qu'il devrait être partagé avec les coureurs pour alléger aussi les montants qui sont demandés, qui apparaissent élevés pour plein de gens avec des petits budgets. On va passer à la partie un peu plus partenariat privé. Vous avez eu des partenaires majeurs dans l'histoire de la course. Vous avez eu Puma, Adidas, le groupe Decathlon avec Kalenji, Alltrix et Oka aujourd'hui. Le partenariat privé, il est essentiel aujourd'hui pour la construction et la solidité financière de l'événement, ou vous pourriez être complètement autonome et vous affranchir de ce partenariat? Ah non, ça ce serait impossible, hein, et tout comme d'ailleurs des partenariats publics. Notre budget sur les Templiers, c'est 70% qui provient donc des taxes d'inscription versées par les coureurs, et ensuite les 30% qui restent se répartissent à peu près équitablement entre les partenaires privés et publics. Et ce serait possible, bien sûr, mais dans ce cas, il faudrait revoir à la baisse énormément de postes de dépenses, hein, ou alors il faudrait exiger une taxe d'inscription encore plus élevée des coureurs. Et je pense que ça non plus, c'est pas réaliste, même si il est certain qu'avec les listes d'attente qui sont présentes sur notre événement, comme sur beaucoup d'autres événements, on peut se dire que voilà, on peut bastonner les tarifs. C'est pas notre philosophie. Cette année, on a procédé à une augmentation de tarifs assez significative, qui n'a pas été sans faire grincer des dents. Et voilà, pour nous, c'est un problème éthique aussi de pas aller trop loin. Donc, on a besoin des partenaires privés financièrement, et puis aussi, on s'aperçoit que c'est un environnement qui est intéressant aussi dans le dynamisme que ça apporte aussi sur l'événement, de collaborer avec des marques différentes. Bon, au départ,
Donc on a travaillé avec la société Adidas. C'est grâce à Adidas qu'on a pu créer le premier événement, puisque de suite en 95, une rencontre d'une heure, de suite la société Adidas a suivi. On les a eu à nos côtés pendant longtemps. Après il y a eu des évolutions, donc retrait de contrat, de nouvelles signatures. On n'a jamais été vraiment en difficulté de ce côté-là. Les partenariats ont augmenté de façon très significative, en particulier cette année avec l'arrivée de Oka en partenaire titre. Et c'est vrai aussi que, par exemple, travailler avec la société Oka, c'est stimulant. C'est-à-dire que il y a des échanges réguliers, il y a des demandes de leur part sur certains points, il y a des demandes de notre part, il y a des échanges qui sont positifs en fait. Donc c'est dynamisant aussi du côté de l'organisation de savoir que des partenaires privés sont intéressés pour travailler avec nous, ont envie d'obtenir certaines activations qui sont différentes, donc ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. On n'est plus à l'époque où on mettait deux banderoles, un t-shirt avec un logo. Voilà, maintenant il faut être innovant, il faut trouver des idées. C'est le travail de Kevin d'échanger beaucoup, de trouver des idées adaptées aussi aux différents partenaires. Et donc ça a un côté aussi dynamisant qui est agréable pour toute la structure. On ronronne pas avec un partenaire privé, on ronronne jamais, en particulier avec un partenaire comme Oka qui est très dynamique. Non, tu l'as dit, cette année, le festival s'appelle Les Templiers Oka ou Oka les Templiers, je ne sais pas dans quel sens on le dit. Vous qui êtes très attaché à cette liberté, à l'indépendance, est-ce que c'était pas justement perdre un peu de cette liberté que d'associer le nom d'une marque à l'événement, puisqu'on a toujours vu que l'événement s'appelait le Festival des Templiers ou le Grand Trail des Templiers. Est-ce que c'était pas justement un peu vendre son âme à un grand groupe financier? Alors, on vend pas notre âme, non, mais c'est vrai que ça a suscité débat, bien entendu, tu t'en doutes, hein, tu nous connais bien. Donc ça a suscité débat ici entre Gilles, Kevin et moi-même pour savoir si jusqu'où on allait, jusqu'où on acceptait d'avoir un partenariat titre. C'est pas un renoncement, c'est vrai que voilà, c'est une nouvelle façon de procéder. C'est aussi à la hauteur des ambitions qu'on veut avoir pour l'événement, parce que c'est vrai que ça permet aussi, en acceptant un partenariat titre, d'avoir un financement qui est plus important. Et donc c'était important aussi pour l'événement de continuer à asseoir sa notoriété, et que c'était un moyen pour aussi renforcer l'équipe pour cette transition qu'on veut opérer donc avec Gilles et moi, et aussi pour apporter un service plus important aux coureurs, pour développer aussi les aspects médias. Voilà, il fallait accepter pour l'avenir de l'événement, et je pense que ce qui est prioritaire avant tout, c'est que l'événement se poursuive. Donc là, une fois qu'on a posé ce cap-là, il faut savoir jusqu'où on accepte d'aller ou pas. On ne souhaitait pas aussi, n'acceptant pas un partenariat titre, renoncer donc au montant financier qui en découle. Ça impose quoi finalement? Soit on coupe aussi dans des postes de dépenses, soit on diminue ce qui est apporté aux coureurs. Ouais. Et ça, on souhaitait pas le faire. Donc voilà, l'opportunité s'est présentée. En réalité, c'est une opportunité qui n'est apparue que l'année 2023, qui montre aussi l'évolution du secteur du trail, puisque jusqu'en 2022, on n'a jamais été approché par un partenaire qui nous a demandé à devenir partenaire titre en fait. Donc c'est important aussi de le dire. Bon après, si on se rappelle les éditions d'Aubrac, donc auxquelles tu participais d'ailleurs, on avait un partenaire titre qui s'appelait Merrell Aubrac, et déjà à l'époque, si tu te rappelles, ça avait suscité question entre nous de savoir on n'accepte pas. Voilà, je pense qu'il faut pas être puriste, hein, trop puriste. Il faut se placer dans l'optique de poursuite d'un événement fort, hein, et si le moyen c'est ça, il faut l'accepter. Avec Oka, franchement, je pense qu'on a un partenaire titre qui est intéressant à travailler, qui est motivant et qui nous apporte aussi une aisance financière supplémentaire. Et donc voilà, le cap il est fixé. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à notre indépendance, hein, parce que demain on peut revenir sans partenaire titre, on sera encore, enfin on pourra accepter
un renoncement partenariat si c'était une obligation. On n'a pas renoncé à notre indépendance puisque quand on le regarde, on est toujours une petite structure. On n'est intégré dans aucun groupe, on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de compte à rendre à des personnes, à des financiers, on n'a pas d'endettement, voilà. Donc on a une structure qui est saine, qui s'équilibre chaque année. Donc il n'y a pas de renoncement à l'indépendance, hein. Il n'y a pas de décisions qui nous sont dictées par OCA, par exemple. On n'a pas, quand on prend des décisions, quelles qu'elles soient, on n'a pas de compte à rendre à OCA. Il y a un cadre de travail qui est fixé dans certains domaines. Et c'est vrai que tout ce qui est lié à la communication, évidemment, on le travaille avec OCA, mais il y a plein de domaines où on a pris des décisions majeures pour nous cette année, en particulier sur des évolutions techniques ou différentes choses où OCA n'a pas son mot à dire. On n'a pas un compte rendu à produire toutes les semaines à OCA ou tous les mois des rencontres où on explique ce qu'on fait, on leur demande leur accord ou pas. C'est pas du tout comme ça que le relationnel s'établit. Et donc voilà, c'est la structure en bénéficie et l'événement en bénéficie. Et si l'événement en bénéficie, il peut perdurer plus longtemps. Donc c'est ce qui est souhaitable. Alors la transition est toute trouvée. Tu disais une société où vous n'avez pas d'actionnaires, vous n'avez pas de gens à qui vous devez rendre des comptes, vous êtes une société saine. Alors justement, on a parlé un moment, on a entendu des rumeurs que le Festival des Templiers pouvait être à vendre. Vous avez été approché même par certaines sociétés événementielles. Ça en est où? Ça peut être vendu un jour ou c'est complètement abandonné? Alors oui, on a été approché par des structures événementielles. C'est pas récent d'ailleurs. Il y a eu des pourparlers qui sont maintenant assez anciens. Donc je dirais que ça remonte à peut-être 5 ou 6 ans. Donc on a entamé des dialogues avec ces différentes structures et on n'y a pas trouvé ce qu'on souhaitait dans l'approche, dans le fait aussi que ce soit des structures extérieures à Millau. On souhaitait aussi finalement, après analyse, c'est vrai que l'opportunité d'une structure familiale qui poursuivent l'organisation nous a semblé une priorité. Après, de quoi l'avenir est fait, je pense que comme pour tout le monde dans la vie, on ne sait pas ce que ce sera notre vie dans 5 ans, dans 10 ans. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a créé l'événement il y a 30 ans, on n'imaginait pas qu'on en serait là maintenant. Donc, comme on dit toujours, il y a un dicton qui dit on peut jamais dire jamais. Et donc, je veux pas dire qu'on ferme la porte de façon définitive, mais là, c'est pas du tout l'optique actuelle. L'optique actuelle, c'est de renforcer l'équipe sur Millau, d'avoir des gens solides, hein, d'avoir des gens qui peuvent porter le projet avec nous en tête de gondole, on va dire, et c'est tout. Et donc, pour le moment, on est vraiment dans le désir de rester indépendant, comme on l'a été en fait dans notre structure de presse pendant tout le temps. On a toujours été un groupe de presse indépendant, même quand le paysage s'est remodelé avec là aussi d'arrivée de groupes, de financiers. On n'a pas souhaité évoluer là-dedans. Je pense que c'est quelque chose de viscéral pour nous. Il y a le fait aussi que on est vraiment implanté sur un territoire qui nous plaît, qu'on a envie de promotionner. Et c'est bien aussi pour nous que la structure qui porte l'événement soit installée à Millau et installée sur ce territoire. Donc voilà, l'avenir, on le verra, on l'écrit tous les jours en fait. Puis on est aussi dans une discipline, on le voit tous, qui est en plein bouleversement, qui est en train de partir un petit peu pas dans tous les sens, mais dans beaucoup de directions. Et qui peut vraiment dire quelle sera la situation de la discipline du trail dans 5 ans? Je pense que peu de gens peuvent vraiment prédire et peuvent être sûrs que leur prédiction se réalisera. Donc c'est vrai que dans un environnement plus stable, on pourrait peut-être avoir beaucoup plus de certitude, mais là c'est pas le cas. Tous les jours, on a des nouveautés, on voit que le paysage se bouleverse très 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 rapidement. On en reparlera justement à la fin de l'épisode. J'avais prévu de te parler de ces sujets. Tu parlais de Millau. Millau, c'est une région qui a été chahutée économiquement, qui a subi les assauts on va dire, des restructurations dans plein d'entreprises. Capitale du gant à une époque, le gant qu'on porte aux mains, bien sûr. Aujourd'hui, plutôt la capitale des sports outdoor. On connaît bien sûr les Natural Games, les 100 km de Millau, mais bien sûr le Festival des Templiers qui porte haut les couleurs au niveau international de la ville.
Vous faites-vous travailler beaucoup d'entreprises localement, tu le disais, pour les ravitaillements, pour aussi toutes les structures qui viennent vous épauler. C'est important pour vous d'apporter cette pierre à l'édifice, d'essayer de remodeler, de redonner vie à l'activité économique de Millau et de sa région? Ah oui, ça c'est vraiment important pour nous parce que c'est vrai qu'on est dans une zone qui est quand même en difficulté économique. Il n'y a pas de grandes structures de sociétés qui travaillent à Millau. Et donc pour nous, oui, c'est important que le maximum de gens qu'on peut faire travailler à travers l'événement, qui peuvent devenir des prestataires, soient avantagés par rapport à un prestataire extérieur, parce que ouais, c'est viscéral pour nous. En fait, on vit ici. On a souhaité, comme je l'ai dit au début, à nos débuts de vie, on a souhaité quitter la ville hein, parce qu'on avait un rejet du monde urbain. On était favorable à un monde plus petit, plus humain, et donc c'est important pour nous de mettre notre pierre à l'étrier en permettant de jeunes salariés de vivre à Millau, de revenir vivre à Millau, comme par exemple pour Soraya qui est revenue de Toulouse en quittant un poste intéressant pour revenir vivre dans l'environnement où elle a grandi, comme Kevin par exemple qui fait le choix de vivre à Millau en permanence, enfin comme tous nos salariés et comme tous les prestataires qui travaillent avec nous, on privilégiera toujours Millau. C'est vrai que c'est un événement qui est porteur économiquement pour la zone. Après, il faut aussi prendre en compte le respect de l'environnement local, qui est maintenant l'une de nos préoccupations majeures, bon, depuis le début, mais beaucoup plus maintenant encore. Mais c'est vrai qu'on aimerait se dire que grâce aux Templiers, plus de gens ont pu vivre à Millau, qui est un cadre de vie exceptionnel et qui permet aussi aux gens de ne pas vivre dans un environnement urbain trop compliqué à supporter. Alors justement, tu parles d'entreprises locales et paradoxalement, vous avez créé une image forte autour de Millau, autour des sports outdoor, mais aucune entreprise du monde de la outdoor n'est venue s'installer à Millau ou dans sa région. Est-ce que vous, c'est un échec ou est-ce que ça fait partie des projets à développer aujourd'hui de sensibiliser des entreprises et de leur dire venez vous installer chez nous, on peut courir toute l'année, il y a pas de neige, il fait beau, on peut faire des images. C'est important? Ça a été important, ça l'est encore. C'est vrai qu'on a été déçus de voir que finalement il n'y avait pas d'entreprises qui s'installaient vraiment à Millau. En particulier si on prend le siège de Red Light quand il a été transféré, donc qu'il a voulu quitter la zone de la Loire, il y a eu des tentatives pour qu'il s'installe à Millau et il a eu d'autres options. Mais là, c'est quelque chose qui est hors de notre domaine. En fait, là, il faut une politique des politiques locaux justement d'incitation financière, fiscale et autres pour que les entreprises puissent s'installer. C'est pas le Festival des Templiers qui à lui seul peut faire venir une entreprise. Et c'est vrai qu'il y a une déception un petit peu à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas eu des structures qui aient suivi. Mais je pense que là, on passe dans un domaine qui est hors de notre champ de compétences. Bon, Kevin avait développé depuis plusieurs années une opération de mise en relation entre les collectivités territoriales Millau et les chefs d'entreprise ou différentes professions qui étaient présentes sur le Festival des Templiers pour les rencontrer, pour expliquer le cadre qui pouvait permettre de s'installer. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'impact sur des sociétés. Il y a eu l'impact sur des humains. Il y a des gens qui ont choisi de s'installer à Millau, de vivre à Millau parce que le cadre leur plaisait. Donc, il y a eu différentes personnes qui se sont installées, mais c'est petit en fait. C'est pas des structures de société. Et pourtant, le cadre, il est exceptionnel. Mais voilà, je pense que c'est vraiment lié à une politique publique d'incitation qui n'a pas été suffisamment effectuée parce que la possibilité de l'opportunité que ça pouvait présenter pour le territoire, elle n'a pas été perçue assez tôt et dans sa vraie dimension par les collectivités locales. On rappelle que la première édition des Templiers a eu lieu à Sainte-Eulalie de Cernon. Après, vous avez déménagé sur Nant, qui était en fait le lieu qui a aussi donné ses lettres de noblesse aux Templiers jusqu'en 2009 et depuis 15 ans, parce que vous allez aussi fêter les 15 ans, vous êtes à Millau. Millau, c'est un nœud géographique en France. Tout le monde connaît Millau, tout le monde connaît son pont, maintenant son fameux viaduc.
C'est assez facile d'accès en voiture. L'autoroute passe juste au-dessus de la ville. Vous êtes sur un point assez central. Et est-ce que vous travaillez avec les politiques publiques, on disait tout à l'heure, avec les collectivités, pour essayer de développer du covoiturage ou du bus? Parce qu'on sait que même si vous faites tous les efforts possibles pour en faire un événement éco-responsable, on sait qu'aujourd'hui, le déplacement en voiture, et c'est quasiment le seul moyen presque pour venir à Millau, c'est plus de 80% des émissions de CO2. Oui, oui, ça aussi, c'est l'une de nos frustrations, c'est le fait de vivre dans une zone où le train n'existe quasiment pas, où les liaisons bus sont très réduites. Et ça, c'est une vraie frustration. Et ça, c'est le vrai projet de l'avenir qu'on veut vraiment développer. Donc, tout ce qui est mobilité douce. Je pense qu'on va pouvoir entamer vraiment un développement à ce niveau-là grâce au soutien du parc régional des Grands Causses, qui est vraiment placé dans cette optique. C'est pas un sujet facile, hein, c'est pas un sujet facile. Il faut fédérer aussi à un niveau régional, fédérer la SNCF, fédérer, c'est compliqué. Donc on va s'y employer, mais c'est vrai que c'est un domaine aussi qui est à la fois dans notre champ de compétences, puisqu'on sait que le bilan carbone des personnes qui se déplacent pour venir, c'est ce qui pèse le plus sur l'événement, mais c'est un sujet majeur donc d'un point de vue éthique, mais on sait aussi que ce sera un dossier qui sera complexe, hein, et là aussi, si on n'a pas une écoute plus forte des pouvoirs publics sur ce thème, ce sera compliqué parce que ce sont aussi des budgets. Voilà, le covoiturage, on l'a développé à notre manière en créant cette année un compte Facebook dédié au covoiturage où les gens peuvent prendre connaissance de proposer des trajets ou demander des trajets. Donc ça, c'est un groupe qui compte déjà 500 membres, je crois, où il y a eu beaucoup de trajets qui ont été proposés pour l'édition 24. Donc c'est déjà quelque chose. Ensuite, après, nous, sur Millau et également le Larzac, on a déployé un plan bus pour la durée de l'événement, pour diminuer le carbone en diminuant les déplacements qui sont reliés au suivi de course. Et après, maintenant, voilà, on va s'attaquer à la périphérie et surtout au lien avec Montpellier, qui a été relié par TGV avec Paris et toutes les grandes villes de France. Et là, il faut attaquer sur un plan qui permettrait de faire des allers-retours plus fréquents, en prenant aussi en compte la complexité de l'hébergement, parce que vu la taille de l'événement, les hébergements sont souvent très lointains de Millau, et donc là, il faudrait attaquer le volet hébergement, transport hébergement avec les hébergeurs pour qu'il y ait des navettes aussi qui soient mises en place. Et tout ça, c'est des projets complexes puisque en fait sur notre événement, il y a beaucoup de courses chaque jour à des horaires différents, donc il faut des navettes très fréquentes. Ouais, c'est un projet qui s'attaque mais qui est complexe. On va passer à un volet sportif et prize money, challenge. Vous avez tous les deux, avec Gilles, revendiqué, on disait tout à l'heure, cette liberté, cette indépendance. Pour autant, vous avez fait partie à plusieurs reprises de challenge. Vous étiez dans la challenge Adidas au début. Vous avez fait partie aussi du challenge de la FFA, le challenge TTN. Vous avez même été finale du championnat de France en 2009, remporté par Thierry Breuil et Maud Gobert la même année. Vous faites partie en 2012 à la surprise un peu générale du challenge Skyrunning, puisqu'il y avait un challenge ultra marathon remporté par Fabien Antolinos et Nouria Plicas. Vous n'avez jamais renouvelé cette expérience de challenge. Pourquoi? Oui, c'est vrai que déjà le challenge endurance Adidas qui avait été créé donc au début des Templiers, c'était 5 épreuves qui débutaient à l'époque. Ça a participé d'une époque. Après, pourquoi? Parce qu'on justement on s'est pas reconnu dans aucun des challenges qui existaient. On a été approché, oui, à plusieurs reprises, mais on s'est pas reconnu dans ces challenges, dans ces circuits. C'est une question aussi parfois de partenaires techniques qui fait que ça complique aussi l'intégration dans un challenge. On a par exemple réfléchi à l'intégration l'année dernière dans les World Majors, hein, et on a renoncé
toujours pour des raisons de partenaires et d'éthique aussi, parce que on souhaitait que le partenaire qui soit associé à ce circuit convienne aussi à nos valeurs, hein. Et donc finalement, au fil des années, ça s'est délité et on a préféré rester indépendant. Est-ce que ça a participé du succès au début? Certainement. Maintenant, je pense que l'événement est suffisamment fort pour pouvoir s'en sortir. Et puis, tout challenge exige quand même des contreparties de différents ordres qu'on n'a pas envie de donner en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est resté maintenant en indépendant depuis longtemps. En 2014, vous lancez un match qui s'appelle France Against World, sur lequel travaille beaucoup Christophe Rochotte, qui est malheureusement décédé le 7 juin 2015. Ce match a lieu en 2014, remporté par Benoît Cory, Nouria Picasse. En 2015, c'est Miguel Heras et Jasmine Nunic qui l'emportent avec un match USA, Japon, Afrique du Sud et France. Pourquoi ne pas avoir continué ce match qui était une initiative à la fois originale et puis motivante, je pense, pour les nations de venir se confronter? Parce que c'était de plus en plus compliqué à l'organiser, parce qu'en parallèle, les épreuves, d'autres épreuves importantes avaient grossi, voulaient attirer des trailers d'élite, hein. Et donc c'était aussi une question de budget. Il fallait engager des budgets de plus en plus importants pour séduire les coureurs pour venir. Dans mon souvenir, maintenant c'est un petit peu ancien, on avait eu beaucoup de difficultés à constituer l'équipe américaine en 2015. Et donc, face à ces difficultés, on a préféré renoncer, parce que c'est vrai que l'élite du trail, elle est finalement assez petite en nombre, hein, et elle recevait au fil des années de plus en plus de sollicitations et de plus en plus d'incitations à courir. On a vu que les circuits se développaient, donc c'est vrai que pour les coureurs, il y a des choix à opérer, et on souhaitait pas non plus constituer des équipes de deuxième zone. Donc en parallèle, il y a eu les championnats du monde, les championnats d'Europe qui ont officialisé la discipline. Et donc c'est vrai que les coureurs étaient très sollicités, et donc on a préféré renoncer parce que constituer les équipes c'était complexe. Christophe Rochotte, donc qui était porteur de ce projet, avait un contact très fort avec les coureurs d'ultra, les coureurs qu'il rencontrait régulièrement en tant que journaliste, donc il pouvait aussi, on va dire, présenter le projet des Templiers lors de ses contacts, etc. Et après, on a vu que ça devenait très compliqué, et donc on a préféré abdiquer face à cette situation. C'est dommage, parce que c'est vrai que ça a été des événements porteurs. Après, je pense que il en est resté tout de même des bribes, puisqu'on s'aperçoit que si on prend Jim Walmsley, il a toujours dit que dès qu'il est arrivé en France, qu'il pensait à courir les Templiers parce qu'il connaissait déjà les Templiers. S'il connaissait les Templiers, c'était largement ça, je pense, grâce à cette initiative. Et donc l'épreuve a conservé une renommée internationale, aussi grâce à ces initiatives, hein, et bien sûr sans oublier l'introduction des primes, qui est très ancienne chez nous et qui a augmenté au fil des années. Alors j'y reviendrai après aux primes. Juste pour finir avec ce volet grand championnat, tu parlais des championnats du monde, championnats d'Europe. Paradoxalement, au regard de la notoriété de l'événement, vous vous êtes jamais positionné pour en organiser un, que ce soit un France, un Europe ou un mondial. Ça peut être une des perspectives d'avenir. Alors, si on ne s'est pas positionné, par exemple, sur le championnat de France, c'est dû à des problèmes de partenaires, puisque en fait, le schéma de la FFA impose, bien entendu, ça va de soi, mais ça a des conséquences qui sont lourdes, que cette année-là, le partenaire ne peut pas être le même, donc il faut faire le choix, soit on recrée un événement, soit voilà. Donc il y a eu des réflexions sur ces projets-là, et on n'a pas souhaité poursuivre parce que ça nous semblait compliqué. On souhaitait pas non plus organiser un événement d'élite sans la masse, et donc annoncer à un partenaire que cette année tu seras plus partenaire parce qu'on veut faire le championnat de France, donc on reprendra l'année suivante. Ça nous
nous a semblé impossible à mener. Concernant le championnat du monde, c'est pas tout à fait exact. On a présenté une candidature, hein. On a pris contact il y a deux ans, je pense, avec la FFA pour annoncer qu'on aurait souhaité porter un projet. Notre demande est restée sans suite au niveau de la FFA. Et puis voilà, on est passé à autre chose, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est un regret quelque part parce que nous, on a été des journalistes qui avons couvert des dizaines de championnats du monde entre le cross, l'athlétisme, les Jeux olympiques, 6. Hein. Donc pour nous, l'officialisation d'une discipline, c'est bien. Les championnats de France, on en a fait en pléthore pendant nos 20 ans de journalisme, ou 25 ans, que ce soit en cross, en athlétisme, en course sur route. Donc voilà, donc c'est vrai que quelque part pour nous, ça aurait été très bien, mais voilà, ça ne s'est pas fait. Je pense que aussi les exigences que demande un championnat du monde, on avait analysé le cahier des charges. Pour une ville comme Millau, c'est très complexe, hein, il faut beaucoup d'hébergement et on a une capacité d'accueil qui est limitée. Donc là aussi, il aurait fallu soulever des montagnes pour mettre en place des navettes avec des pôles d'hébergement lointains. Ça nous a semblé compliqué à l'analyse et puis bon, finalement, ça n'a pas suivi au niveau de la FFA. Donc voilà, donc on va dire qu'on est passé à autre chose. Peut-être que oui, c'est un projet qui peut repartir une fois notre équipe bien solide, hein, et pourquoi pas. Je pense que là aussi, il faut surtout pas fermer la porte. C'est des projets qui ne peuvent que nous intéresser et qui ne peuvent qu'être porteurs pour la discipline et pour l'événement. Je vais revenir sur les primes, Odile. En 2011, vous mettez en place une prime de 2000 euros à la gagne, remportée d'ailleurs par Andy Simons, un des premiers étrangers, si on exclut Dawa Sherpa, à remporter le grand raid le grand trade des Templiers. Ensuite, vous augmentez ces primes pour les porter à 4000 euros en 2015. En 2016, vous mettez 8000 euros à la gagne pour faire face aussi à la concurrence des championnats du monde, avec 3000 au second et 2000 au troisième. Aujourd'hui, ces primes sont ramenées à 7000 euros. L'argent est omniprésent aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans dans le monde du trail. Est-ce que vous envisagez de les augmenter, ces primes, et quel regard vous portez par rapport à cette augmentation de l'argent et de cet apport financier très conséquent dont on a écho aujourd'hui? Alors tout d'abord, cette année, les primes en fait ont été augmentées pour la 30e édition. Donc le vainqueur aura une prime de 10 000 euros. Et on a également ajouté, revu les primes sur la suite. Et on a également introduit pour la première fois les primes sur le marathon d'Écosse parce que c'est une discipline plus courte et qui peut convenir à des coureurs plus jeunes. Et donc on souhaitait manifester aussi notre soutien au développement de la discipline. Donc pour nous, quand on a introduit les primes en 2011, la volonté, c'était aussi d'associer les trailers d'élite qui participent bien entendu au succès de la course et de montrer que voilà, on était acteurs avec eux et qu'on estimait que c'était normal qu'ils aient une rétribution sur le fait que s'entraîner, ça demande du temps, ça coûte de l'argent. Donc progressivement, compte tenu de notre credo de gestion prudente, on a augmenté les primes au fur et à mesure que nos ressources ont augmenté. C'est pour ça que cette année, on a pu passer un cap grâce à l'arrivée donc de Oka, où une partie de l'augmentation du partenariat a été consacrée à l'augmentation des primes. C'est vrai que le contexte actuel du trail, il est de plus en plus financier. On voit que les montants de contrats qui circulent entre les marques et les trailers d'élite font donner le tournis, hein. On arrive à des chiffres à 6 chiffres, des demi-millions d'euros de ce qu'on entend dire, 300 000 euros pour d'autres, 100 000. C'est vrai que c'est une valse qui à la fois montre que le trail, c'est une discipline dynamique, une discipline qui séduit, donc qui est à la mode, qui est dans le vent, donc c'est bien. Et en même temps, évidemment, il y a toujours la peur en corollaire de ce qui suit avec l'argent. Donc, les excès sportifs, le dopage, la mise en cause de sa santé à tous les niveaux, en multipliant la participation à des événements pour se montrer plus pour son partenaire. Également
l'obligation d'être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux pour les athlètes qui signent des contrats aussi importants. Comme pour toujours, il y a une contrepartie exigée, et c'est normal, hein, de la part des marques. Et ça, on sait aussi que l'exigence sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être à double tranchant. Dans la réussite, voilà, c'est merveilleux. Dans l'échec, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc là, ça peut atteindre la santé mentale des trailers d'élite. Donc il y a à la fois un enthousiasme de voir ces sommes qui circulent et une crainte. C'est vrai qu'il y a une crainte aussi des dérives, hein, et de ce que ça va faire peser sur l'économie du trail aussi, parce que finalement, avec des contrats aussi importants, qu'est-ce que représente une prime de 10 000 euros pour gagner les Templiers? On peut se dire que c'est beaucoup, que c'est pas beaucoup. On a pu voir sur les différents sujets qui ont été réalisés, en particulier par vous, qu'il y a une approche qui est contrastée, hein, selon les trailers, hein. On peut voir aussi que finalement c'est pas suffisant. Donc qu'est-ce qui sera suffisant? Voilà, il y a une inquiétude aussi parce que pour porter un événement comme celui des Templiers, il faut beaucoup de monde. Il faut pas seulement des trailers d'élite, il faut aussi beaucoup de bénévoles, aussi beaucoup de prestataires, beaucoup de salariés. Donc il faut aussi que tous ces gens-là soient rémunérés, ou du moins félicités d'une certaine manière, comme pour les bénévoles, ou ben, pour avoir des bénévoles, il faut aussi ben, les équiper, les nourrir, leur faire quelques cadeaux, faire plaisir aussi, c'est normal puisque les gens s'engagent. Donc tout ce monde-là participe à l'économie du trail et à sa réussite, hein, et je pense que ce serait quand même dommageable que ce soit les trailers d'élite qui estiment qu'ils doivent récupérer le maximum des budgets d'une organisation, ou le plus possible en tout cas, pour récompenser leur effort physique. Je pense que le trail a toujours exigé beaucoup d'entraînement de la part des personnes qui le pratiquent, et que pour remporter, que ce soit l'UTMB ou les Templiers, même il y a 15 ans, il fallait passer beaucoup de temps à s'entraîner, et que la plupart des gens qui gagnaient à ces époques-là étaient aussi en parallèle employés à d'autres fonctions. C'était pas des professionnels du trail, et malgré tout, ils réussissaient des performances qui étaient de qualité quand on les analyse. Donc voilà, je pense qu'il y a une demande de rémunération qui est légitime, mais l'explosion des budgets donne un petit peu d'inquiétude. Et paradoxalement, on voit que c'est quand même ces primes de course qui ont permis aux Templiers d'exploser au niveau international, puisque dès 2012 et pendant 10 ans, ce sont des coureurs des athlètes, même on peut même des coureuses de grand renom qui remportent les Templiers. Je pense à Nouria Picasse, à Jasmine Nunij, à Lizzie Hawker, à Ruth Croft, à Emily Forsberg. Donc forcément, c'est aussi ces primes-là, cette dérive financière quelque part qui donne la notoriété aux événements. Alors moi, pour les primes, comme on les a conçues nous, ou comme d'autres événements les ont conçues, on n'est pas dans une dérive financière. Pour moi, donner 10 000 euros à quelqu'un qui remporte le Grand Trail des Templiers, c'est une rémunération qui est, enfin, on va pas utiliser le terme de rémunération, mais bon, c'est voilà, une rémunération qui est juste aussi par rapport à l'effort fait pour se préparer, et au budget de la course. La dérive financière, elle est quand on voit les contrats qui explosent sur les marques, et qui là permettent de se dire qu'on n'est plus aligné en fait. Après, c'est certain que les primes ont contribué à la venue de coureurs étrangers qui ont aussi souvent été séduits par l'événement, ou alors qui sont simplement venus faire un travail. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut le voir. Quelque part, voilà, nous on en a été aussi avantagés d'avoir des vainqueurs avec des noms importants, des vainqueurs étrangers. C'est toujours un renom plus important pour une épreuve, même si les coureurs français sont actuellement les meilleurs trailers au monde. Donc de toute façon, pour nous, tout vainqueur est à saluer. Voilà, le système des primes permet de faire venir des gens d'un niveau plus élevé, permet de conserver l'intérêt sur l'événement de façon importante. Donc il y a aucun état d'âme là-dessus. Voilà, il y a juste l'inquiétude des montants qu'on ne pourrait pas y consacrer de façon beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, je crois que c'est le cas dans certaines marques, hein, puisque à l'époque de Adidas, je crois qu'une victoire au Templier était autour de 5 000 euros.
au sein de la marque. Aujourd'hui, on entend dans d'autres teams des primes qui vont jusqu'à 2 ou 3 fois ce que vous pouvez donner, donc tout simplement 20 à 30 000 euros pour une victoire au Templiers et qui sont beaucoup plus élevés sur d'autres grandes courses. On va arriver au bout de cet épisode. On a déjà dépassé largement le temps, mais je sais qu'avec toi, Odile, on peut tenir des heures et des heures. En tout cas, merci encore. Juste, je voudrais qu'on termine rapidement, avoir ton regard personnel et ta vision assez rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fière de ton parcours professionnel, personnel et de ce rôle d'organisatrice? Parce que les femmes organisatrices en France sont rares. Est-ce que tu es fière de ça? Fière, je sais pas, je suis quelqu'un d'assez modeste, donc discret, donc je sais pas si je suis fière. Oui, je suis satisfaite de voir que, par exemple, dans notre équipe, on a beaucoup de femmes qui sont à nos côtés maintenant, donc il y a une émulation visiblement du fait que je sois une femme. Après, voilà, moi ça s'est mis en place en fait d'une façon bizarre, hein, parce que je suis devenue une organisatrice. J'ai d'abord été une banquière, pendant longtemps une journaliste, hein. Je suis encore une journaliste plus spécialisée donc dans le domaine du dopage. Et là aussi, c'est un domaine où peu de femmes interagissent. En fait, c'est des milieux assez masculins, la lutte antidopage, l'organisation aussi. Voilà, je pense que maintenant, on a une époque où les femmes doivent être partout et doivent être appréciées à leur juste valeur pour le travail qu'elles font. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mon credo, c'est le travail en fait, hein, c'est travailler pour que les choses se passent bien, réfléchir pour que les choses se mettent en place aussi de façon harmonieuse pour tout le monde. Après, voilà, c'est comme toute vie, hein, il y a des choses plus ou moins positives, plus ou moins heureuses, hein, et on essaye de faire au mieux avec ce qu'on sait faire, ce qu'on apprend à faire. Et c'est vrai que du côté des Templiers, il y a eu un effet d'engouement qui a été suscité par l'événement. Je pense que c'est ça qui est positif. Et j'ai pu voir aussi que la pratique féminine s'est quand même développée au fil des années. Donc pour moi aussi, ça c'était important, puisque c'était aussi pour ça qu'au départ, on avait créé l'épreuve templière réservée aux femmes. On a pu voir que les femmes pratiquent de plus en plus la course à pied et le trail. Donc ça, c'est une satisfaction importante pour moi. Je pense que j'y ai contribué à ma manière. Après, voilà, je pense que c'est aussi aux gens extérieurs de regarder le parcours et d'estimer s'il a une vraie valeur ou pas. Voilà, je vis ma vie au mieux de ce que je peux faire. 2025, vous fêterez les 30 ans de l'événement, de la course. Je sais que vous n'êtes pas forcément fan des anniversaires. Est-ce que vous avez, au-delà d'un anniversaire déjà prévu, émis des idées d'une célébration particulière pour ces 30 ans? En fait, on va surtout célébrer cette année pour la 30e édition, puisque c'est vrai qu'en course à pied, enfin en événement sportif, c'est souvent le nombre d'éditions qui compte. Donc pour cette édition, on a bâti un projet de musée des Templiers qui va permettre de revivre un petit peu l'histoire des Templiers à travers énormément de photos significatives de l'événement, photos des vainqueurs, photos particulières. Et ensuite, on va donc inaugurer ce qu'on appelle le mur des légendes, qui est l'équivalent des Hall of Fame aux États-Unis, où on va intégrer donc sur ce mur le nom de tous les vainqueurs des éditions précédentes des Templiers, du Grand Trail, et on suivra ensuite dans les années futures sur les éditions futures et les autres événements. À cette occasion, on a donc lancé une invitation aux 33 vainqueurs des éditions précédentes des Templiers, puisqu'on a des gens qui ont cumulé beaucoup de victoires, donc on a au total 33 vainqueurs. Il y en a donc 14 ou 15 qui seront présents le samedi lors de l'inauguration du mur des légendes. On a prévu aussi un temps d'échange avec les coureurs du Grand Trail, une mise en avant lors du départ du Grand Trail. Voilà, on veut rendre hommage aussi aux anciens vainqueurs qui ont participé à l'aventure, qui était toute petite au début et qui ont contribué aussi à la réussite de l'événement par leur présence parfois répétée. Donc on en a 14 qui ont qui ont accepté de venir pour l'inauguration et pour passer le week-end avec nous. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils ont envie de revenir.
Super, ça va être un bon moment en tout cas du côté de Millau fin octobre. Juste vraiment la dernière question pour finir et après je te libère. Je rappelle même qu'on est même un dimanche aujourd'hui. Le milieu du trail, il est en pleine évolution, en pleine ébullition, on l'a dit. Tu m'as presque même évoqué ce mot-là tout à l'heure. On en a parlé pendant 1 heure. On vient de voir le marathon du Mont Blanc perdre son partenaire historique Salomon. On voit le circuit UTMB World Series se densifier. Je crois même que vous avez été approché à un moment pour intégrer ce circuit. On voit aussi la Maxi Race qui a perdu ce partenaire historique qui était basé à Annecy, Salomon aussi. Et on voit le retour des majors que tu as connus, bien sûr, qui sont Adidas, Asics, New Balance et Nike. Est-ce que vous menez, vous, une réflexion autour de l'événement à échéance 2030 dans ce contexte un petit peu chamboulé et quel regard vous portez là-dessus? Alors non, on mène pas de réflexion à 2030 parce que là c'est 24 et c'est dans 6 ans et je pense que les 2-3 années qui viennent vont être encore pleines de rebondissements. Peut-être que dans 2 mois déjà il y aura des évolutions majeures qui se seront produites au niveau des circuits. C'est vrai que le chamboulement il est très important et moi je sais pas trop ce que ça va donner sur la discipline. L'attrait du trail au niveau médiatique est devenu tellement important grâce aux UTMB Series qui ont permis d'augmenter les retombées médiatiques donc sur certes les séries, mais aussi sur l'ensemble des événements de trail. C'est l'évolution, c'est toutes les semaines quelque chose de nouveau, les historiques disparaissent, d'autres apparaissent. Voilà, je sais pas si on peut s'en réjouir. D'une certaine façon, oui, parce que ça montre qu'on n'est pas dans une discipline endormie. Ça montre que c'est une discipline qui bouge. Hein. Donc je pense que ça c'est positif. La vie, c'est l'évolution, c'est évoluer. Nous, on a tout le temps évolué. On n'a jamais reproduit d'une année sur l'autre le même événement. Les évolutions, elles ont été mineures ou majeures, mais il y a tout le temps eu quelque chose de différent. On n'a jamais voulu ronronner. Donc, avoir la suite. Hein. Il faut rester calé sur son cap. Hein. Pour nous, la priorité, comme je l'ai dit, c'est faire découvrir notre territoire. C'est une motivation majeure. Faire vivre aussi une structure ici. Et après, on évoluera au rythme de ce qui va se produire. Et je pense que peu de gens peuvent prédire vraiment ce qui va arriver maintenant. Merci beaucoup, Odile, pour cet entretien d'1h20. On peut juste prédire que vous passiez à une belle 30e édition. Ça, c'est ce qu'on vous souhaite tous, que l'événement soit aussi beau que les 29 précédents, même s'il y en a eu 2 qui ont été un petit peu compliqués à cause à la fois du Covid et d'une tempête. Mais en tout cas, vous avez toujours été là pour tenir le navire, pour redresser la barre et pour relever la tête. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Fred. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.